Avant de commencer cet épisode, j'aimerais vous inviter à laisser les traditionnels likes et commentaires. Vous pouvez également vous abonner et partager mon contenu. Sur ce, je vais vous laisser avec l'épisode de la semaine. Les exoplanètes. Des mondes lointains, dont les mystères et les surprises ne cessent de se dévoiler de plus en plus vite. Des mondes qui sont à la croisée des chemins entre la diversité de notre univers et notre imagination. Mais comment connaît-on ces mondes? Quelle est leur histoire? Quels sont ces instruments de l'extrême qui nous permettent d'ouvrir une fenêtre sur l'univers? Notre bonne vieille Terre peut-elle avoir une jumelle habitable? En quoi ces mondes sont-ils à la fois similaires et différents de ceux que nous connaissons? C'est justement ce que vous allez découvrir dans cette série. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle histoire d'Exoplanète. Si vous avez vu l'épisode sur les méthodes de détection des exoplanètes, vous savez peut-être déjà que la première découverte d'exoplanètes a eu lieu en 1992, et ce, autour du pulsar PSR B12 57+12. Et si vous ne le saviez pas, c'est fausse fête. Pour ceux qui se demandent ce qu'est un pulsar, ce sera sûrement le sujet d'un épisode à part. Cependant, je ne vais pas trop vous laisser sur votre faim, et je vais rapidement résumer la chose en disant qu'un pulsar est une étoile à neutrons. Ok, là aussi, une petite parenthèse s'impose. Une étoile à neutrons est, grossièrement résumé, le restant de l'effondrement d'une étoile de 8 à 10 masses solaires. Pour en revenir au pulsar, celui-ci tourne très vite sur lui-même, à une vitesse de quelques secondes à quelques millisecondes, et ce, en émettant un fort champ magnétique pulsé au rythme de sa rotation, d'où son nom de pulsar. Mais je ne vais pas plus rentrer dans les détails, et nous allons revenir à la première exoplanète découverte. Car il y a une subtilité. Si vous faites quelques recherches sur la première exoplanète découverte, vous tomberez rapidement sur un tout autre nom, bien plus prononçable, il faut l'avouer. 51 Pégasi b. Cette exoplanète est très souvent perçue comme la première découverte de planètes situées en dehors de notre système solaire. Et ce n'est pas entièrement faux. Car si les vraies premières exoplanètes ont bien été découvertes autour du pulsar PSR B12 57+12, 51 Pégasi b est la première exoplanète découverte autour d'une étoile, qui plus est, autour d'une étoile de la séquence principale dite naine jaune. Le même type d'étoile que le Soleil donc. C'est quand même plus simple dit comme ça. Dès lors, on peut déjà comprendre aisément que 51 Pégasi b soit considéré par beaucoup comme la première vraie exoplanète découverte. Sauf que je vais encore avoir la voix de sortir la phrase que vous connaissez tous depuis quelque temps, je crois. Quand on parle d'espace, c'est toujours plus compliqué qu'il n'y paraît. En effet, si les exoplanètes situées autour du pulsar PSR B12 57+12 ont été découvertes en 1992, 3 ans avant 51 Pégasi b, elles ne seront confirmées qu'en 1997, 2 ans après la découverte confirmée de 51 Pégasi b. Et justement, parlons-en un peu de la découverte de 51 Pégasi b. 51 Pégasi b a été découverte le 6 octobre 1995 par Michel Mayor et Didier Queloz de l'Observatoire de Genève. Pour cette découverte, ils ont effectué des observations depuis l'Observatoire de Haute-Provence. Pour découvrir cette exoplanète, l'équipe aura utilisé la méthode dite des vitesses radiales. Sans trop rentrer dans les détails, je vous renvoie ici à l'épisode « Comment trouver une exoplanète ». La méthode des vitesses radiales consiste à observer la légère oscillation d'une étoile causée par sa planète. Ainsi, si l'étoile semble, par exemple, aller de gauche à droite de façon périodique, c'est alors la preuve qu'une planète lui tourne autour, l'attirant légèrement vers elle tout au long de son balai gravitationnel. En 2015, on reparlera encore de 51 Pégasi b. Pour la première fois, et avec l'instrument HARPS de l'Observatoire de la CIA au Chili, observatoire appartenant à l'ESO, on détecte la lumière visible réfléchie par une exoplanète. Et je tiens quand même à insister sur lumière visible, ce type de détection ayant déjà été réalisé par le passé dans d'autres longueurs d'onde. Mais alors, au final, il ressemble à quoi ce système?
Eh bien, le moment est venu de répondre le mieux possible à cette question. Âgé d'entre 6 et 8 milliards d'années, 51 Pégasi, le nom de l'étoile, est situé à 50 années-lumière d'ici, ce qui représente quand même 2 trillions et demi de bananes, soit un 1 suivi de 18 zéros. D'ailleurs, si l'aventure vous tente, vous pouvez assez facilement observer 51 Pégasi à l'œil nu, pour peu que votre ciel soit assez pur, ou alors avec une bonne paire de jumelles ou un petit télescope. Au centre du système trône l'étoile 51 Pégasi, également appelée Helvétios, en hommage à la nationalité de l'équipe qui découvrit sa planète. 51 Pégasi est une petite étoile similaire à notre Soleil. Autour d'elle gravite la planète 51 Pégasi b, aussi appelée Dimidium, nom latin qui peut être traduit par moitié. Dimidium est ce que l'on appelle une planète de type Jupiter-Faude. Jupiter-Faude désigne une planète de taille comparable à Jupiter, c'est un peu logique, et dont la température dépasse 730 degrés Celsius. Plus qu'assez, donc, pour cuire une banane. Dans le cas de 51 Pégasi b, sa masse est de moitié celle de Jupiter, d'où son nom, et elle tourne autour de son étoile en 4 jours. Comme vous le savez peut-être, plus une planète est proche de son étoile, plus elle va tourner vite autour de celle-ci. Ainsi, 51 Pégasi b est situé à 0,05 unités astronomiques de son étoile, soit, pour simplifier, 7 479 000 km. À titre de comparaison, la Terre orbite à 150 millions de kilomètres du Soleil, soit une unité astronomique, et Mercure se trouve à une distance allant de 46 à 70 millions de kilomètres du Soleil en fonction de sa position sur son orbite. Malgré sa masse plus faible que Jupiter, Dimidium semble néanmoins plus large, en témoigne le peu d'émissions dans le rouge et l'infrarouge, émissions que l'on s'attend à retrouver avec une atmosphère plus épaisse et donc plus chaude, même si sa température doit quand même avoisiner les 1000 degrés. Enfin, au moins sur une face. Car oui, en effet, Dimidium semble verrouillé gravitationnellement avec son étoile, ce qui signifie que sa vitesse de rotation sur elle-même et autour de son étoile se compense parfaitement, de sorte à ce que la planète présente toujours la même face à son étoile. De par sa proximité avec son étoile, la formation de Dimidium a longtemps été un mystère, et il aura fallu grandement perfectionner les modèles de formation des planètes pour arriver à rendre son existence possible dans nos modèles. Dimidium a, ainsi, aidé à rendre crédibles les modèles incluant des migrations de planètes et à améliorer grandement la compréhension de la formation de notre système. D'ailleurs, Dimidium étant la première Jupiter-Faude découverte, son existence a longtemps été considérée comme une anomalie, avant que d'autres planètes du même type soient découvertes à leur tour. Comme quoi, en astronomie comme en science de façon générale, on n'est jamais vraiment au bout de ces surprises. C'est sur ces mots que va se clôturer cet épisode d'Histoire d'Exoplanètes. J'espère que vous l'aurez apprécié et que vous aurez passé un agréable moment. Sur ce, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à bientôt pour une nouvelle dose d'espace.